Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et c'est comme ça que s'achève la première guerre médique. Le général en chef de l'armée grecque envoie aussitôt un messager, Euclès, qui veut dire bonne et belle gloire, pour annoncer la bonne nouvelle à Athènes. Il s'élance, encore brûlant de la bataille, il passe par les collines, il passe par les montagnes, qui est la route la plus courte, mais plus éprouvante évidemment, surtout sous la chaleur brûlante du soleil qui est encore très haut dans le ciel. Il n'a pas eu le temps de se reposer, en plus après la bataille, une bataille où il s'est battu sans relâche avec ses camarades, ses jambes flottent, il trébuche, il est dans un état de déshydratation extrême, mais prêt à sacrifier sa vie pour les dieux. Il avance toujours, se tenant droit durant sa course, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Il finit par atteindre l'Agora de la cité d'Athènes et n'a que le temps de prononcer ces paroles « Réjouissez-vous car c'est aujourd'hui un jour de bonheur » avant de s'effondrer mort. C'est donc Euclès et non pas Philippides qui accomplit cet exploit et meurt à la fin de sa course. Pourtant, c'est le nom du premier messager, celui qui a effectué le trajet entre Athènes et Sparte, que la légende a retenu, parce que la puissance symbolique de son nom demeure évidemment plus forte. Les auteurs antiques et modernes n'ont donc retenu que ce Philippides qui aurait couru les 40 km de marathon à Athènes et serait mort d'épuisement à son arrivée. Il faut attendre 1983 pour que les Grecs créent en son honneur une course d'ultrafond, la course du Spartathlon, assez proche du parcours de 490 avant notre ère, il faut le savoir. Elle se déroule chaque dernier vendredi de septembre sur 246 km que les coureurs doivent effectuer en moins de 36 heures. À la leur. Dans les premières années, les coureurs effectuaient ce trajet dans les 22 heures. En 2023, le coureur Fotis Sissimopoulos réalise un temps de 19h55 minutes et 9 secondes. Chez les femmes, c'est Patricia Beresnowska qui détient le record avec un temps de 24h48 minutes réalisé en 2017, ce qui est totalement monstrueux. Les vainqueurs s'exposent fièrement à travers tout le monde antique sous la forme de statues de bronze, faisant revivre à jamais leurs exploits. Leur corps est donc mis en valeur dans les sanctuaires panhelléniques, les agoras de leur cité d'origine. De nos jours, c'est quand même assez rare d'ériger une statue à la gloire de nos sportifs contemporains. On va quand même citer celle de Maradona, évidemment érigée devant le stade de Naples en Italie, celle de Nadal, érigée devant Roland-Garros, celle des athlètes antiques fleurissent dans les espaces publics ou les espaces privés. Après leur victoire au jeu, ils passent commande d'une statue pour célébrer leurs exploits sportifs sur le lieu du concours ou sur l'agora de leur cité d'origine. Elles servent d'offrande aux dieux par le vainqueur ou des représentations honorifiques par la famille ou la cité. Et les statues commémoratives des athlètes vainqueurs à Olympie reprennent le type du kouros, archaïque, jeune, dans une nudité héroïque, mais ajoutent les attributs spécifiques des olympioniques, c'est-à-dire l'onction d'huile, le strigile si vous préférez, les lanières de pugilistes, la couronne ou la bandelette de la victoire. Pausanias évoque plus de 1000 statues de bronze à Olympie. L'athlète est représenté debout, hiératique ou en pleine action, en train d'appliquer une tactique précise de combat ou au repos, portant les stigmates des coups reçus. Le passant reconnaît comme ça, du premier coup d'œil, le corps des athlètes, il peut les admirer. Les sculpteurs représentent aussi des groupes d'athlètes d'une même famille, tous olympioniques. Ces statues aiguisent l'esprit de compétition des jeunes gens et des athlètes vivants. Les statues sont posées sur un socle orné d'une inscription qui indique le nom de l'athlète, sa cité d'origine et les épreuves dans lesquelles il a triomphé. Plus le palmarès est étoffé, évidemment, plus l'illustration est marquante. Le texte emploie la première personne, mais on ne sait pas si c'est l'athlète mort qui parle ou sa statue, en fait. L'œuvre s'impose d'elle-même, surtout s'il s'agit de la représentation d'un attelage conduit par l'aurige et 2 jeunes garçons montés sur des chevaux. Même remporter la victoire sans combattre, aconiti, est valorisant parce qu'à Olympie, l'important, encore une fois, c'est de gagner. C'est une marque d'illustration de l'athlète antique qui échappe aujourd'hui à notre propre vision du sport. Quoique, si je reviens, puisque cette émission est enregistrée quelques jours après le championnat d'Europe des nations de football, on a pu voir certaines équipes, comme en France d'ailleurs, l'important c'est de gagner, c'est pas tellement de bien jouer. On a aussi ça quand même malgré tout chez nous. Eh bien, ces œuvres rappellent le respect et l'honneur
due au vainqueur. Si un vainqueur reste sans statue, il maudit ses concitoyens qui ne remportent plus de victoires au concours sportif jusqu'à ce qu'ils érigent enfin un monument à la gloire de l'athlète mécontent. Ça va quand même loin. Le jour de l'inauguration, la statue reçoit une couronne de victoire, renouvelant le geste d'octroi du prix. Les statues restent vivantes, elles gardent un pouvoir de vie et de mort sur les hommes. Et bon nombre de ces statues, malheureusement, ont disparu. Elles ont été soit fondues, soit emportées, soit volées. Aujourd'hui, il n'en reste que les socles, ça c'est qui est terrible. Mais elles sont connues grâce aux innombrables épigrammes et témoignages des auteurs antiques et grâce aux copies, heureusement, qui ont été réalisées à l'époque romaine. Ce type statuaire devient, si vous voulez, un modèle esthétique et un objet d'art. Il essaime au-delà des limites du monde grec pour orner les villas romaines des élites et les aires de gymnase. Ces statues figent, si vous voulez, à jamais la beauté des corps des athlètes, vainqueurs du temps qui passe. Le sport, c'est le sujet donc majeur de l'art grec parce qu'il tient une place essentielle, encore une fois dans la vie des Grecs, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est important, il tient une importance dans l'éducation, comme le montrent les nombreux édifices liés aux activités sportives et tout le vocabulaire du sport qui s'est intégré à notre propre lexique à nous, gymnastique, gymnase, palestre, stade, hippodrome, etc. Le sport sert à exalter les valeurs aristocratiques qui sont prônées depuis les époques homériques, être toujours le meilleur, surpasser tous les autres. Comme l'écrit Cornelius Nepos, contemporain de Cicéron, il n'y a pas de gloire plus grande pour un citoyen grec que d'être couronné à Olympie. Les compétitions athlétiques et hippiques suscitent la création de centaines de sculptures représentant les vainqueurs de ces épreuves. Les athlètes vainqueurs et les cités sont les principaux commanditaires, des sculpteurs et des poètes qui composent des odes en l'honneur des athlètes et en l'honneur de leurs familles. Malgré tout, les poèmes renseignent plus sur les œuvres sculptées que sur les gestes sportifs. L'Altis, c'est-à-dire la zone sacrée d'Olympie, est un véritable musée à ciel ouvert. Les fouilleurs, aujourd'hui, ont exhumé 115 bases de statues d'Olympionique, mais Pausanias, lui, en compte 203. Le bronze étant plus prisé que le marbre, malheureusement elles ont été fondues à différentes époques pour récupérer le métal. Certaines arrivent jusqu'à nous en assez bon état, comme l'Aurige de Delphes, ensevelie pendant un séisme et d'un glissement de terrain. Il devait s'agir à l'origine d'un groupe votif de plusieurs personnages, parmi lesquels figurait le propriétaire du quadrige et des chevaux. On peut aussi évoquer le discobole de Myron, célèbre grâce aux copies en marbre réalisées par les Romains, mais l'œuvre la plus saisissante, sans conteste, c'est le pugiliste des Thermes, mis au jour sur les pentes du Quirinal à Rome. Le spectateur, là, est frappé par la vision des ravages de la boxe, qui sont lisibles sur le visage de l'athlète, déjà âgé. Vous irez sur Internet, vous irez voir, donc je rappelle, c'est le pugiliste des Thermes. Vous avez les muscles puissants. Ces blessures ont été soulignées, vous verrez, par l'utilisation de cuivre rouge, des lanières de cuir et un anneau de cuir très épais qui entoure les mains, comme un poing américain d'ailleurs, montrent clairement qu'il s'agit d'un lutteur de pugilat. Les socles sont ornés de frises sculptées qui représentent des scènes de lutte, de lancer et de course. L'une des œuvres les plus célèbres et les plus marquantes, c'est une statue en bronze réalisée à l'époque hellénistique, intitulée « Le boxeur au repos après une compétition ». Elle mesure 1,28 m. Elle est conservée au Museo Nazionale Romano de Rome. Elle représente un boxeur après le combat, tournant violemment la tête. Elle a été découverte en 1885 dans les thermes de Constantin, bâtis à Rome au IVe siècle. Ses orbites devait probablement être orné d'incrustations qui aujourd'hui ont disparu, mais son regard n'a pas perdu en intensité. Le corps du boxeur ne porte pas de traces de blessure, mais son visage, lui, est marqué de coups. L'oreille est écrasée, le nez cassé, le visage balafré. De nombreuses petites incrustations de cuivre rouge figurent le sang des blessures sur les doigts et la tête. Vous irez voir, c'est assez incroyable. Ce boxeur au corps musculeux et aux épaules larges est assis sur un rocher, imitation moderne d'un original disparu. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.